Bonjour, je m'appelle Carole Reynès et je suis animatrice réseau et en promotion de la santé dans l'équipe du centre référent de réhabilitation psychosociale et de rétablissement à Marseille. Bonjour, moi je suis Aurélie Tinlan, je suis psychiatre dans le même centre du professeur Lançon et nous allons aujourd'hui vous parler de promotion de la santé et de santé communautaire dans le cadre du DU, soins de réhabilitation orientés rétablissement. Dans ce module, nous vous proposons d'aborder les différents concepts qui sous-tendent la promotion de la santé et la santé communautaire. Pour ce faire, nous vous proposons quelques définitions ainsi que d'aborder quelques notions comme les déterminants de santé, l'échelle de participation ou encore l'empowerment. Et enfin, nous aborderons les axes d'intervention de la promotion de la santé et les points de repère de la santé communautaire. Alors, notre objectif dans ce cours, c'est que vous ayez une idée un peu plus précise de ce à quoi correspond la promotion de la santé et la santé communautaire. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de concepts, des concepts de santé publique, et par exemple la participation et l'empowerment, c'est à la fois les fins et les moyens de la promotion de la santé et la santé communautaire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez assez à l'aise avec ces concepts, et en particulier les concepts de santé communautaire, pour pouvoir analyser une action selon la grille de lecture de la santé communautaire qu'on vous proposera. Alors par quoi la santé est-elle déterminée? On parle souvent de ça pour présenter la promotion de la santé. Donc en fait, on pense souvent d'abord aux soins. Et en fait, on sait que les soins influencent que faiblement la santé. Donc dans cette estimation, par exemple, on pense que les soins influencent à peu près la santé à hauteur d'une dizaine de pourcents. Il y a ensuite de nombreux facteurs qui sont non modifiables, qui sont l'âge, qui sont la génétique. Voilà, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de choses qui sont surtout déterminées par ces facteurs-là. On estime qu'à peu près le poids de l'influence des populations sur la santé, c'est à peu près de 22%. Et puis, on pense beaucoup moins à d'autres facteurs qui pour autant ont une influence nettement plus importante, puisqu'ils constituent la majorité des facteurs qui influencent la santé. Donc, par exemple, les comportements. Qu'est-ce que c'est les comportements? C'est ce qu'on consomme, comment on bouge, comment on se nourrit ou les risques qu'on prend. L'environnement, donc l'environnement c'est l'air, c'est l'eau, c'est aussi avoir un toit sur la tête. Et puis enfin les conditions sociales, donc les revenus, si on a un travail, ce qu'on vit dans l'enfance, tout ça ce sont des facteurs qui influencent la santé et qui les influencent nettement plus que les soins. C'est intéressant de comparer ces poids, l'influence de ces déterminants par rapport donc ce que là vous retrouvez, donc ce qu'on s'est dit avec des couleurs. Donc par exemple le poids des facteurs sociaux 23%, le poids de l'âge, du sexe et de tous les facteurs biologiques, la génétique 21%, le poids de l'environnement 7%, le poids des soins 11%, le poids des comportements et des attitudes 38%. Donc ces facteurs-là avec les couleurs, on peut les comparer ici avec un effort financier qui est associé. Donc ça, c'est des projections américaines. Mais par exemple, on voit que les soins, s'ils ne représentent que 11% de ce qui influence la santé, représentent une somme extrêmement importante. Donc les sommes sont en noir et constituent un peu les efforts financiers qui sont associés. On voit que y a beaucoup de déterminants de santé en dehors des soins. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que vous reteniez. On pense souvent aux soins, mais les déterminants de santé, c'est tout. C'est un certain nombre de choses, beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir, les comportements, l'environnement, les facteurs socio-économiques, c'est des choses sur lesquelles on peut agir, on ne peut pas agir que sur les soins pour influencer la santé. Et ensuite, il faut aussi, ça nous permet de comprendre que si on veut influencer la santé, il faut penser de manière globale, que la santé c'est quelque chose de complexe, qui touche énormément de champs différents. Donc si on pense la santé de manière globale, on va pouvoir être plus efficace. On voit aussi que pour agir sur l'environnement, pour agir sur les comportements, pour agir sur le niveau social, ça fait intervenir beaucoup d'acteurs, en particulier des acteurs sociaux et des acteurs politiques. Et on voit enfin que c'est très peu financé. Donc cette introduction, on espère, vous aide à comprendre un petit peu déjà le cadre de la promotion de la santé. L'approche globale de la santé, elle s'oppose au modèle biomédical. Donc, le modèle biomédical, c'est un modèle qui est assez dépassé. Il est dépassé depuis au moins les années 80 et la remise en question par en particulier Engel et les promoteurs du modèle biopsychosocial. Mais c'est un modèle qui se basait sur la définition de la santé en tant qu'absence de maladie. Dans cette conception de la santé, les humains sont finalement réparables. C'est une somme d'organes et donc c'est une vision très réductionniste
Et le système de santé, c'est surtout le médecin et surtout l'hôpital. On est sur une vision très paternaliste avec une relation entre le médecin et le malade, un modèle comme ça, qu'on appelait, qui repose sur le colloque singulier. Donc c'est un modèle qui est dépassé, mais qui a pour autant énormément encore de prégnance dans la société. Mais donc les approches globales, elles s'opposent à ce modèle biomédical. Alors si on reprend un cadre conceptuel un peu plus complet, donc il y a eu beaucoup de cadres comme ça conceptuels de la santé et de ses déterminants, depuis Whitehead 1991, voilà les premières représentations comme ça de l'état de santé de la population et des diverses couches d'influence et les relations qu'elles ont entre elles. Donc là par exemple on peut reprendre ce cadre conceptuel donc qui identifie 4 types de déterminants de l'état de santé d'une population, donc les différents concepts, les différents systèmes, les différents milieux de vie et puis les caractéristiques individuelles. Dans les contextes, les différents contextes, dans les contextes naturels, politiques, culturels, économiques, dans les différents systèmes, on a l'éducation, la solidarité, les systèmes sociaux, les territoires, et puis les milieux de vie, donc le milieu familial, le milieu de travail, d'hébergement, les voisins. Et puis enfin, les caractéristiques bien sûr individuelles, donc génétiques, biologiques, les compétences sociales, et puis tout ce qui est habitudes de vie, caractéristiques socio-économiques. Donc ce qui est sous-tendu, une fois de plus, c'est qu'une partie de la santé donc relève de facteurs que l'on peut modifier et sur lesquels on peut agir. Donc soit on peut enlever ce qu'on appelle un facteur de risque, c'est de la prévention, ou alors adopter ce qu'on appelle des comportements sains, et là on est en cadre de la promotion de la santé. Et donc, il y a environ une trentaine d'années, il y a eu la première conférence sur la promotion de la santé qui a été proposée donc par l'Organisation mondiale de la santé et qui a donné lieu à la Charte d'Ottawa de 1986, qui représente un tournant majeur dans la vision qu'a le monde de la santé, ainsi que des moyens et des stratégies à mettre en place pour répondre aux attentes de la population. Donc cette charte propose une stratégie d'action collective et un cadre de référence international qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Comme on l'a dit précédemment, la santé se définit comme un concept positif et complet, comme déterminant de la qualité de vie et qui recouvre aussi le bien-être mental et spirituel. Elle est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le but de la vie. Et c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles et sur les capacités physiques également. La promotion de la santé, son objectif, c'est de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et aussi davantage de moyens de l'améliorer. Donc ça, en termes de santé mentale, ça renforce les ressources personnelles des individus, ça renforce aussi les ressources du milieu et le soutien de la personne par son milieu. Ça nécessite donc l'implication de l'individu lui-même, la participation de l'individu, de la collectivité et aussi la participation politique. En fait, ce qui est assez important aussi, ce qui est vraiment important, la phrase que vous devez retenir, selon moi, sur la promotion de la santé, c'est vraiment ce passage de objet de soin d'un patient qui serait un objet de soin, quelqu'un de passif par rapport à des soins qui sont reçus de l'extérieur, à vraiment des citoyens, quelqu'un qui est acteur de sa vie, c'est-à-dire vraiment cette conception positive de la santé où les gens sont en capacité d'avoir une mesure d'autodétermination, une autodétermination qui est à la fois à l'échelle d'un individu, mais aussi à l'échelle d'un groupe. Donc c'est une vision très ambitieuse, très positive, à l'instar de ce qui se fait à l'OMS à ce moment-là. C'est aussi une démarche professionnelle. La promotion de la santé, c'est à la fois le processus qui permet d'émanciper les populations, mais c'est aussi l'ensemble des pratiques qui visent à permettre ce ressort-là. C'est sûr qu'on passe pas juste par un claquement de doigts de objets de soins à citoyens acteurs de leur vie. Et depuis 30 ans, Carole vous a bien situé cette manière de changement de vue de la santé depuis la fin de la guerre jusqu'à la conférence où vraiment ça devient une charte. On voit qu'aujourd'hui, on est encore parfois, surtout en santé mentale, plus du côté de l'objet de soins que d'acteurs, de citoyens, acteurs de leur vie. Et donc du coup, toute la démarche professionnelle de promotion de la santé, elle vise à permettre le changement des institutions, le changement des professionnels, le changement politique, le changement social, pour que les personnes soient plus en capacité d'empowerment.
On parle à ce moment-là de pouvoir, on est sur l'autodétermination, la dimension de pouvoir d'agir, la maîtrise de la vie, la maîtrise de son environnement. Ça se repose forcément sur une dimension sociale et politique. D'Ottawa définit 5 domaines d'action. Elle parle d'abord des politiques publiques. Donc les politiques publiques, c'est tout ce qui est des mesures législatives, des mesures financières, des mesures fiscales. Donc par exemple, ça serait actuellement, on parle beaucoup de la loi sur l'isolement et la contention, qui vient d'être retoquée au moment où on tourne cette vidéo, qui est partie d'une question parlementaire et qui vient d'être retoquée actuellement. On peut aussi prendre comme exemple l'aide financière aux personnes handicapées en 1975, l'allocation aux adultes handicapés. Ça fait partie, voilà, de politiques publiques qui sont favorables à la santé. Donc on voit bien que ça change complètement du champ habituel des soins. On est sur quelque chose de beaucoup plus large. Pour autant, ces politiques publiques, elles sont plus ou moins favorables à la santé. Donc créer des environnements favorables à la santé, ça on voit peut-être plus qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc là, on parle des ressources naturelles. L'accès à la nature, l'accès au logement. Donc on voit par exemple, je me suis beaucoup intéressée à l'accès au logement des personnes sans abri. Un environnement favorable à la santé, c'est bien sûr d'avoir un toit, un environnement sécurisé, un air de qualité correcte, pouvoir accéder à la nature. C'est des facteurs qui sont très importants pour la liberté de chaque personne. Réorienter les services de santé. Donc ça aussi, la charte pose très nettement le fait que les services de santé doivent aller au-delà de services cliniques et curatifs. Et on voit qu'on a encore un grand chemin à parcourir, puisqu'elle parle vraiment de s'appuyer sur les besoins des personnes, l'accès au travail, l'accès aux loisirs, la démocratie sanitaire. Ensuite, le pilier, le domaine d'action du renfort de l'action communautaire. Donc là, on va vraiment pouvoir ensuite en parler un peu plus en profondeur grâce à la santé communautaire, qui est vraiment un de ces piliers. L'action communautaire, c'est des systèmes très souples qui permettent la participation des personnes concernées. Donc là, on peut prendre comme exemple, par exemple, les PTSM, qui sont les plans territoriaux de santé mentale, qui souhaitent s'inspirer de l'action communautaire, partir des désirs de la communauté qui s'impliquent pour déboucher un plan d'action politique. On peut aussi parler des conseils locaux de santé mentale, qui sont ces instances qui regroupent sur un même territoire des élus, des psychiatres, des personnes concernées pour avoir une politique locale de santé mentale. On peut aussi parler bien sûr des groupes d'entraide mutuelle, ou alors des médiateurs de santé pair. Tout ça, ça fait partie des dispositifs en santé mentale qui permettent de renforcer l'action communautaire, de permettre la participation des personnes concernées. Et puis enfin, la charte d'Ottawa, le dernier domaine d'action, c'est bien sûr développer les aptitudes individuelles. C'est celui auquel on pense le plus fréquemment en tant que soignant, si vous êtes soignant qui regardez ce début. Développer les aptitudes individuelles, c'est tout ce qui est information, éducation à la santé et développement des compétences psychosociales. Et donc la santé communautaire est définie comme un processus par lequel les membres d'une collectivité géographique ou sociale, conscients de leur appartenance à un même groupe, donc c'est-à-dire une communauté, réfléchissent en commun sur leurs problèmes de santé et expriment leurs besoins prioritaires, ce qui les amène à participer activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les plus aptes à répondre à ces priorités. Et il faut savoir que c'est vraiment un processus durable et pérenne. Et donc, on invite à se mobiliser les personnes pour qu'il y ait une réelle participation à la définition des priorités et à la prise de décision et à la réalisation des actions du début à la fin. En 1969, une Américaine, Sherry Arnstein, a proposé en fait une échelle de participation qui comprend, comme vous le voyez, 8 niveaux. Et en fait, chaque barreau mesure le pouvoir du citoyen. Et donc, au plus bas de l'échelle, on a une non-participation, c'est-à-dire très peu de participation, voire une participation inexistante. Et au fur et à mesure, on monte pour arriver au plus haut niveau de l'échelle avec une participation effective, vraiment investie de la part des citoyens et des citoyennes. Et en fait, aujourd'hui, on peut reprendre cette échelle de participation dans différents domaines, que ce soit dans le social ou dans le sanitaire. Et c'est vrai que ça fait penser notamment à la notion de démocratie sanitaire dont parlait Aurélie précédemment. Donc une participation citoyenne aux politiques de santé. Et tout ça fait partie d'une démarche aujourd'hui où la volonté est de créer une réelle participation par un esprit de dialogue, de concertation. On peut le voir avec les conseils de locaux de santé mentale, avec les PTSM, donc les projets territoriaux de santé mentale, où voilà, on demande, on va aller plus loin que juste l'information
ou la consultation. Oui, donc en fait, ce qui est important, c'est que cette participation, c'est vraiment le ressort de la santé communautaire, qu'on doit viser les plus hauts niveaux de participation si on veut que l'action soit communautaire et si on vise vraiment, si on s'inscrit dans un cadre de promotion de la santé. Donc, dans des termes un peu plus modernes que ceux de Thierry Einstein, on parlerait de co-construction. Les projets qui vont être le plus communautaires et viser le plus la promotion de la santé vont être les projets qui vont tendre vers le plus de participation et le plus de co-construction. Et donc cette notion de co-construction, cette participation, cette implication directe des communautés et des personnes, elle a pour effet donc leur empowerment. On parle aussi de pouvoir d'agir. Donc c'est la possibilité pour les personnes ou les communautés de mieux contrôler leur vie, puisqu'on leur demande enfin c'est elles qui définissent elles-mêmes leurs besoins et donc elles prennent en charge elles-mêmes les questions qui les concernent, que ce soit dans l'action ou dans la réflexion. Et donc là, une des choses vraiment très importantes qui est à retenir, c'est les points de repère pour l'action communautaire. Donc dès qu'il s'agit d'une action communautaire, on pourra retrouver tous ces points. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de hiérarchie ni de frontière entre tous ces points et qui vont être utilisés et abordés au fur et à mesure des opportunités et des possibilités. Mais en tout cas, il faut vraiment tous les avoir en tête. Donc pour reprendre tout ce qu'on a dit avant, il y a le fait de concerner une communauté, un groupe défini, de favoriser l'implication de tous les acteurs et toutes les actrices qui sont concernés dans une démarche donc de co-construction, comme on citait précédemment. Il y a évidemment favoriser un contexte de partage des pouvoirs et des savoirs, donc toujours au niveau de la participation. L'idée de valoriser et de mutualiser les ressources de la communauté, donc en partant des ressources des personnes, de ce qu'elles connaissent et de ce qu'elles ont autour d'elles. Mettre en place un processus d'évaluation partagée, donc là encore vraiment c'est très important, ça veut dire qu'on va jusqu'à la fin du processus en fait, la personne va vraiment être présente et donc ne serait-ce que penser quel type d'évaluation et comment elle se déroule. Et donc processus d'évaluation partagée et permanente pour permettre une planification souple, c'est-à-dire voilà, faut vraiment avoir la notion aussi d'adaptation quand on parle de santé communautaire. Ensuite, il y a avoir une approche globale et positive de la santé, donc ça on a largement insisté dessus en début du cours. Agir sur les déterminants de santé, ça reprend également donc notamment le schéma qu'on a vu au début, et travailler en intersectorialité, puisque bien évidemment il s'agit de, comme on disait, mélanger les savoirs, les compétences, etc. et de ce fait voilà, sortir d'un entre-soi et aller. Voilà, donc en conclusion de ce cours, on va reprendre quelques idées vraiment importantes qu'il faut qu'on souhaite vous avoir transmis. Donc d'abord, le fait que la santé ne relève pas seulement du secteur de la santé. Que la santé est une ressource de la vie quotidienne et non pas le but de la vie. Que la promotion de la santé vise à donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Et que, en santé communautaire, l'individu ou le groupe doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. Ce qu'on aimerait que vous reteniez à l'issue de ce cours, c'est d'abord donc voilà l'alpha et l'oméga de la promotion de la santé, c'est-à-dire la charte d'Ottawa, OMS 1986. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. L'échelle de participation, Thierry Einstein, les différents niveaux de participation, c'est aussi super important. Et enfin, les 8 critères d'action communautaire, ça c'est aussi quelque chose que vous devez maîtriser. Alors, en ce qui concerne l'auto-évaluation qu'on vous propose d'amener le jour du TD, on vous propose de choisir donc une action de santé et d'évaluer sa dimension communautaire et le niveau de participation, grâce donc à tous les critères et toutes les informations et les notions qu'on a pu vous présenter dans ce cours. Donc pour ce faire, vous choisirez une intervention qui a été mise en place soit dans votre établissement ou votre ville, soit vraiment, si vous n'avez aucun exemple à portée de main, on vous propose par exemple de prendre une campagne nationale comme celle de la lutte contre le harcèlement scolaire, où voilà, il y a pas mal de documentation sur Internet et ça pourra vous permettre de faire ce travail. Pour terminer ce cours, donc on vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous trouverez à la fin de ce PowerPoint donc un certain nombre de références, donc évidemment votre nouvelle Bible, la Charte d'Ottawa, et puis l'échelle de Thierry Einstein, la citation du papier original.
On vous invite aussi à visiter le site de l'Institut Renaudot et puis celui du Psychom évidemment que vous devez absolument connaître. Et ben à bientôt pour ceux qu'on reverra en TD et puis bonne journée aux